questions qu'on a entendues, notamment M. Chauvin, je pense que la question de la surfréquentation va être abordée au cours de cette, j'imagine, au cours de cette table ronde. Quand vous regardez le programme, vous voyez un hippocampe dans un petit cercle rouge avec le terme transition qui est écrit à côté, donc très vite. Le parc naturel régional a initié depuis 2 ans ce qu'on appelle alors des soirées de la transition, des rentrées de la transition. Là, ce matin, ça aurait pu être une fin de matinée de la transition. Donc, appelons-le l'instant transition de ce séminaire sur le renouveau de la végétation arborée. Le principe, c'est d'entendre des témoignages sur des sujets un peu innovants, un peu d'avenir, et puis des témoignages et aussi des perspectives. Je crois qu'il y a quelques coupures. Donc là, l'idée, c'est que chacun des 3 personnes interviennent. Donc on va avoir 2 tables rondes qui vont se suivre. Donc cette table ronde-là, c'est pour des gens des communes, des acteurs locaux qui sont sur le terrain. Et puis après, on va enchaîner tout de suite sur une deuxième table ronde, d'ailleurs qui pourra rebondir aussi sur celle-là, avec des professionnels. Voilà, mais ça, j'y reviendrai après. On va rester déjà dans la première. Donc très heureux d'accueillir Stéphane Carret, donc de la commune d'Arzon. Stéphane, c'est vous qui allez commencer. Donc, vous allez prendre le micro. Il y a des coupures, non? Ça a l'air de marcher. Est-ce que ça marche mieux avec celui-ci? J'avais l'impression d'entendre des coupures. Ouais. Donc Stéphane Carret, vous êtes responsable du service environnement et patrimoine de la ville d'Arzon. Vous êtes un agent de la collectivité. J'ai envie de dire aussi que vous avez un site internet assez intéressant sur l'horticulture, la faune, la flore. Donc manifestement, vous êtes un passionné de ces questions environnementales. Je crois que ce qui se pose sur Arzon, bon, Leïla l'a bien montré, et puis c'était dit aussi depuis ce matin, on aperçoit un certain nombre de dégradations, des arbres qui sont en fin de vie, surtout sur une commune aussi qui est un peu l'entrée du Golfe, avec aussi des îles qu'on a citées, les îles de la Jument, les îles de Enten, etc. Et j'ai envie de dire, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous constatez, vous, sur la commune? Parce qu'on a déjà un petit peu échangé avant cette table ronde. Vous disiez que vous souhaitiez intervenir sur les dégradations que vous pouvez voir. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ces dégradations que vous pouvez voir? Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces dégradations? Oui, alors, les dégradations sont très nombreuses et, je dirais, provoquées par des événements tempétueux la plupart du temps. Hein, donc, il va y avoir un coup de vent en fin d'après-midi et cette nuit. Donc il y a de fortes probabilités que demain on agisse dans l'urgence, donc soit pour fermer un sentier, puisqu'on aura eu une chute d'arbres. Donc là, on parlait tout à l'heure de sécurité du public. Donc c'est notre mission principale, hein, c'est de sécuriser ces cheminements. Hein. Donc notre souci principal, c'est qu'on n'arrive pas à anticiper. On a certainement des possibilités d'agir un petit peu en amont, en entretenant notre patrimoine arboré. Et le patrimoine arboré des propriétaires, en fait. Parce que notre souci, on a plein de bons conseils à donner, mais on n'a aucune possibilité de le faire de manière juridique. On parlait de l'aspect du droit tout à l'heure. On est complètement coincé, nous, quand on a affaire à des problématiques de ce genre. Est-ce qu'il faut accompagner, justement? Alors, l'idéal, ce serait... Alors, les propriétaires concernés, hein, ça représente 90% du sentier côtier. Hein, donc la plupart du temps, on a affaire à des propriétaires privés qui sont de bonne volonté, qui souhaiteraient s'inscrire dans une démarche de gestion durable, en élaguant leurs arbres, en diminuant les houppiers, etc. Le problème majeur, c'est qui fait quoi et qui paye. C'est vraiment la question principale. Donc, est-ce qu'il est possible d'accompagner les propriétaires qui sont d'accord avec nous tous, gérer le patrimoine pour le pérenniser? Il reste encore pas mal d'arbres, hein, même s'il y a beaucoup de résineux et de cyprès, des cyprès vieillissants. Ce qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est la plupart des pins de Montreuil et des cyprès, des cupressus en général, la plupart des espèces, ont subi un événement tempétueux il y a plusieurs dizaines d'années et ont tous été étêtés. Ou la plupart du temps ont été étêtés. Ils ont été fragilisés, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Là, j'ai vu qu'il y avait un agent de l'ONF qui pourra confirmer. Donc, ils sont déjà fragilisés à la base. Donc, plus les événements tempétueux, donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a un coup de vent, on a au moins un arbre qui tombe sur le secteur. Sur une petite commune comme la nôtre, le patrimoine arboré diminue à une vitesse grand V. Donc, pour essayer de limiter les dégâts, un accompagnement des propriétaires concernés pour pouvoir gérer leur patrimoine de manière à garder les fameuses cupressus
et les pins maritimes encore une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Et alors, qu'est-ce que vous faites donc, très concrètement? Vous allez voir les propriétaires, vous discutez avec eux, vous rentrez chez eux, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, effectivement, on leur donne des conseils techniques, donc c'est relativement simple. Couper le bois mort sur un arbre, c'est pas très compliqué. Il nous manque le financement, quoi, en fait, puisque les propriétaires n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir procéder à des élagages qui sont quand même coûteux. D'accord, bon, j'imagine qu'on réabordera cette question du financement sur la table ronde qui suit. Je vous propose de passer la parole à Jacques de Certaines. Jacques de Certaines, vous êtes maire adjoint de l'île d'Ar. J'ai envie de faire un petit clin d'œil sur l'île d'Ar parce qu'on travaille aussi avec les écoles, enfin l'école de l'île, sur une aire marine éducative. Donc c'est un travail qu'on mène avec les enfants qui ont choisi une zone, la zone de Penra en l'occurrence. Et sur cette zone, ils apprennent plein de choses. Ils acquièrent des connaissances et puis ils nous ont fait des propositions, ils ont fait des panneaux pour ceux qui sont allés récemment à l'île d'Ar. Il y en a un au débarquement et il y en a un autre sur la plage de Penra qui montre des gestes à faire ou à ne pas faire. Ce sont les enfants qui se sont mis en scène. Et accessoirement, comme ils travaillent avec nous, avec le parc naturel régional, ils ont souhaité travailler notamment sur la question de l'érosion. Et je me souviens, ils ont été un petit peu déçus un jour, mais ils ont été confrontés directement à cette question d'érosion parce qu'ils avaient choisi une zone où il y avait un pin, où les racines étaient relativement apparentes pour faire un point de mesure. Et puis la semaine suivante, la mairie a abattu l'arbre. Parce qu'ils risquaient de leur tomber dessus. Donc du coup, les enfants, ils ont tout de suite compris que le point d'érosion qu'ils allaient mettre en œuvre sur leur aire éducative, ça ne serait pas cela, il faudrait en trouver un autre. Voilà. Du coup, je vous passe la parole, monsieur de Certaines. On a échangé aussi un petit peu avant cette table ronde. Je crois que c'est un petit peu dans le ton de ce qu'on a déjà entendu jusqu'à maintenant. Vous vouliez intervenir notamment sur la question du respect du patrimoine végétal. Et je crois que vous vous interrogez de savoir qu'est-ce que c'est que le patrimoine végétal. Oui, alors c'est des questions qui s'ajoutent aux questions qui ont déjà été posées ce matin. Le problème, c'est entre des spécialistes qui peuvent avoir une vision, comme on l'a vu ce matin, sur ce qu'est le patrimoine, ce qu'il a été, comment il a évolué, et puis ce que pensent la plupart des gens, il y a parfois un gros écart. Et donc, qu'est-ce que le patrimoine? Un exemple, quelles sont les espèces endémiques? Alors il faut planter les espèces endémiques. Quelles sont les espèces endémiques qu'il y a sur l'île d'Ar? Deux expériences personnelles qui sont assez révélatrices du discours. Première expérience chez un gros pépiniériste, je lui explique quel est le terrain, quelles espèces endémiques on peut planter sur l'île d'Ar. Il me répond, on n'a pas ce qu'il vous faut, allez dans la zone artisanale telle rue, là ils font des plantes en plastique, il n'y a que ça qui tiendra chez vous. Je tiens juste à préciser que sur l'île d'à côté, l'île des Murs, que le parc est en gestion, on fait des mesures de qualité d'eau et on repère du plastique partout, donc c'est peut-être pas utile de mettre des arbres en plastique. Non, tout à fait. Voilà, et donc là on se rend compte qu'il y a nettement des problèmes. Autre remarque, chez un autre pépiniériste, je dis quelles sont les espèces endémiques, il n'y en a pas sur l'île d'Ar, puisqu'il y a 2 siècles, il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Et une réponse ici, il y en a 2, c'est le lierre et les ronces. Bon, replanter du lierre et des ronces... votre pépiniériste, je crois. Oui, non, mais c'est pas le même. Et donc, ceci montre bien qu'entre ce que peuvent faire les gens et puis ce qu'il faudrait faire, il peut y avoir un gros écart. D'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des arbres sont quand même sur des propriétés privées, et quand les gens replantent sur des propriétés privées, souvent sans une grande expertise, ils ont tendance à planter trop serré, et donc ça pose des problèmes après où il faut abattre, etc. Et puis il y a enfin un problème qui est lié au sentier côtier, qui est le sentier côtier, il y a une autorisation de passage dans la zone littorale sur la zone des 3 mètres, mais la propriété reste au propriétaire du terrain. Et donc qui doit entretenir? Soit c'est la mairie parce qu'elle fait utiliser le sentier, soit c'est le propriétaire, et là ça donne lieu à des discussions. Bon, dans notre cas, on prend en charge ces travaux puisqu'on considère qu'on utilise, mais ça pose toujours un problème. Voilà, donc ça c'est des questions qui viennent du fait qu'on ne sait pas très bien ce qui est espèce endémique, ce qui l'est pas. Si on regarde les espèces sur l'île d'Ar, ben, il y a eu pas mal d'eucalyptus qui ont été plantés très récemment, mais comme ils poussent très vite, il y a des figuiers, il y a même des bananiers. Il y en avait un il y a 20 ans, maintenant il y en a 5 ou 6, et les gens s'arrêtaient en disant qu'est-ce que c'est que cette plante curieuse,
Et donc le propriétaire a accroché des bananes en plastique pour qu'on arrête de lui poser la question. Voilà. Mais maintenant, il y a plusieurs bananiers, il y a des oliviers, il y a des palmiers. Bon, et est-ce qu'on doit se fixer sur la mémoire qu'on a du paysage, qui est souvent la mémoire de son âge, c'est-à-dire si on a 70 ans, eh ben on a une mémoire de 60 ans, et donc voilà ce qu'il y avait avant et ce qu'il faut absolument garder. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Et si les paysages doivent évoluer, vers quoi? Et ça, c'est toujours difficile. Parce que la mémoire qu'on en a n'est pas forcément la réalité. Alors, et vous, au-delà des arbres en plastique et des bananes en plastique, vous, parce que si vous posez la question, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que, en tout cas, vous êtes vous donné une réponse? Alors, les réponses qu'il y a, et si on prend l'exemple de l'île d'Ar, il y a quand même eu plusieurs choses qui ont été faites. Il y a une vingtaine d'années, il y a un petit bois de chêne vert qui a été planté, bon, qui est maintenant très dense et qui a bien poussé. À peu près à la même époque, il y a tout un bois de pin qui est assez grand et qui est maintenant très beau, qui a été construit le long de la côte par le domaine des douanes et qui est effectivement très joli, mais il se pose la question de le remplacer par des feuillus. Et puis il y a eu plus récemment, il y a eu, enfin cette année même, une plantation d'un certain nombre de chênes verts par la société de chasse. Alors il y a toujours des débats avec les chasseurs, bon ça c'est un autre débat, mais enfin ils nous ont demandé une subvention pour replanter, et donc on a accordé une subvention à 50%. Ils ont replanté des chênes verts, et puis il y a un GAEC sur l'île d'Ar avec une ferme municipale, et là ils ont un projet que je peux peut-être donner le détail de quand même 3000 plantations cette année. Oui, je crois qu'on peut en parler pour plein de raisons. D'abord, la première raison, c'est que, bon, au-delà de ce qui va se passer sur l'île, je vous disais tout à l'heure qu'on était sur cette table ronde dans ce qu'on appelle, nous, un peu un échange autour de la transition. Il y a 1 an et demi, on a présenté un scénario qui s'appelle After 2050, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, donc qui est un scénario, on va dire, d'agriculture qui nourrit à la fois les hommes, les cheptels, qui est résilient vis-à-vis du climat, qui protège la biodiversité, qui crée de l'énergie et qui crée des matériaux pour construire des logements, et rien que ça. Donc c'est un scénario assez ambitieux, mais qui nécessite de changer la façon de produire et la façon de consommer. Et parmi les enjeux de ce scénario After 2050, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, alors on pourrait dire, c'est à la fois maintenir nos bocages, pour garder aussi une certaine identité paysagère, et ça va plus loin que ça, puisque ça va aussi jusqu'à planter des arbres, à la fois pour tenir le sol, mais aussi des arbres fourragers pour nourrir les animaux. Et tout à l'heure, j'évoquais l'aire marine éducative de l'île d'Ar. Il se trouve que l'une des petites filles d'au moins 2 des agriculteurs qui sont dans ce GAEC, là, à l'île d'Ar, fait partie de l'aire marine éducative. On avait déjà évoqué cette question de replantation. Et je crois que vous vouliez témoigner là-dessus. Et je pense que c'est un très bon exemple que vous pouvez développer. Premièrement, l'identité paysagère, c'est la question que je posais tout à l'heure. Quelle est l'identité paysagère? En d'autres termes, il n'y en a pas. Donc elle est à créer. Et c'est effectivement difficile parce que l'idée qu'on en a n'est pas forcément la réalité. Alors, il y a un GAEC sur l'île d'Ar qui exploite une ferme municipale. Il est quand même souligné que la ferme de l'île d'Ar est municipale et qu'elle est louée au GAEC, ce qui n'est pas le cas dans toutes les îles. Et donc, ils ont un projet actuel et qui explique notamment leur absence ce matin. Vous avez l'intention de venir. Alors, ce projet comporte 1500 mètres de haies avec 1453 arbustes qui vont être plantés mercredi et jeudi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, parce qu'ils préparent la plantation. 45 pommiers à cidre et 5 pommiers à couteau, et 500 têtards intraparcellaires pour du fourrage. Alors ça, c'est le point le plus original du point de vue agroforesterie. C'est 500 arbres feuillus qui sont coupés à en gros 1 mètre, 1 mètre 20, et qui sont broutés par les vaches. Et donc c'est des arbres pour du fourrage. Et enfin, il y a 37 espèces différentes. La diversité, comme ça a été dit tout à l'heure, est importante pour éviter les problèmes de maladies. Et c'est des feuillus, il n'y a pas de résineux. Donc ça va peut-être modifier un peu les statistiques de tout à l'heure. Alors ce GAEC a été primé au concours d'agriculture d'avenir récemment, et ils ont obtenu pour les plantations sur 2019-2020 24 000 € de subvention. Et les premières plantations sont mercredi, jeudi, et tous ceux qui veulent venir planter, je pense, seront les bienvenus. Donc ceci pour montrer qu'il y a
quand même un gros programme qui est lancé et qui a été très bien étudié du point de vue des haies pour respecter à la fois les cônes de vision d'un certain nombre d'habitats et en même temps pour offrir des protections aux animaux, puisqu'il y a une exploitation laitière sur l'hectare. Et puis en même temps des arbres à fourrage, qui est un peu une innovation agronomique, et en même temps des arbres fruitiers et du repeuplement. Donc voilà un programme qui porte sur près de 3000 plans, et donc c'est quand même une réalisation relativement importante et qui témoigne de ce qui peut être fait sur une petite île où on rencontre à la fois les problèmes d'une toute petite commune, c'est la plus petite commune du golfe du Morbihan, et en même temps des problèmes d'insularité. Et il faut reconnaître qu'un certain nombre d'administrations n'ont pas vraiment pris en compte que les îles étaient entourées par la mer. Merci pour ce témoignage. Peut-être juste pour préciser concernant cette replantation d'arbres, donc on a bien compris qu'ils voulaient des bras, donc il y a beaucoup de bras dans la salle, si vous ne savez pas quoi faire dans les jours qui viennent, vous pouvez toujours leur donner un petit coup de main. Vous pouvez aussi les écouter sur France Inter, d'ailleurs, ainsi que Monsieur de Certaine. Alors je ne fais pas de la publicité pour cette radio, mais il se trouve qu'il y a une émission qui s'appelle La Terre au Carré, qui a fait toute une série d'émissions, notamment sur les îles, et qui met en avant à la fois les propos de Monsieur de Certaine sur justement tout ce dont on débat aujourd'hui, sur les problèmes liés au réchauffement climatique et à aux problèmes liés à l'effondrement de certaines parties du sentier côtier, et qui donne aussi beaucoup la parole aux agriculteurs que Monsieur de Certaine a cité, et qui explique très bien leur projet. Et vous verrez que ça renvoie vraiment à des considérations qui touchent bien autre chose que simplement de l'agriculture. Quand je dis ça simplement, c'est pas péjoratif, c'est déjà important tout ce qui concerne l'agriculture, mais ils vont aussi parler climat, ils vont parler tenue des sols, et ils vont parler aussi paysage. Je vous propose de passer le micro à Monsieur Gualot. Oui. Et le parc participe aux plantations. Voilà, et le parc effectivement participe aux plantations. Ça fait partie de notre bonne action de terrain. Alors, Monsieur Gualot, vous êtes un peu sur la commune donc, de Baden. Alors, vous avez bien compris que les 3 communes qui étaient présentées ici sont des communes qui sont directement liées aux problématiques dont on parle aujourd'hui. Vous êtes un peu une victime collatérale de Leïla. Elle est où, Leïla? Puisque quand elle a fait son inventaire, elle a repéré qu'il y avait pas mal d'arbres qui risquaient de tomber sur les randonneurs. Et donc, du coup, vous avez, si j'ai bien compris, fermé le sentier. Ce qui n'a pas été simple pour vous, et donc je crois que vous vouliez intervenir sur cette question-là, et aussi sur la question de oui, je confirme que du droit, du vide juridique, ça peut avoir de fermer sur je suis la victime de Leïla, qui a fait son passage chez nous au mois d'août, et qui a effectivement considéré, à juste titre d'ailleurs, que dans certaines portions de notre sentier littoral, il y avait des arbres en mauvais état, et qui risquaient à tout moment de tomber sur les promeneurs. Il faut savoir qu'à Baden, on s'intéresse de très près à notre sentier littoral, puisque c'est une des richesses de la commune, avec plus de 20 km de SPPL, selon l'expression consacrée, la servitude piétonne de passage littoral, que la commune met à disposition quasiment à longueur d'année 2 agents pour l'entretenir, et que c'est un effort considérable pour la commune. Et on a mis en place un système de référence, c'est-à-dire qu'il y a 7 bénévoles qui ont chacun la responsabilité d'une portion de notre littoral. Donc on n'a pas découvert le problème du fait du passage de Leïla. Il est vrai que ça a accéléré dans cette zone-là la vigilance, parce qu'en fait, tout au long de l'année, on entretient cette servitude, nos agences se déplacent, on coupe des arbres très régulièrement sur des propriétés essentiellement privées, comme pour mes camarades. 90% de la SPPL, c'est sur du domaine privé. Et 10%, c'est soit du domaine communal, soit des transferts de gestion du domaine public artificiel. Alors les bénévoles dont vous parlez, c'est des habitants? Oui, ce sont des résidents sur place qui s'intéressent de près à leur portion littorale et qui nous informent tous les jours de ce qui peut se passer, donc c'est très, et qui travaillent, qui agissent sur la qualité du passage avec leurs petits moyens. Dès qu'il y a besoin de moyens communaux, ils nous appellent et on y va. Donc ça fonctionne très très bien. Mais là, on avait atteint sur ces portions littorales qui sont en fait entre Pompère, pour ceux qui connaissent la frontière avec Arradon, et la pointe qui va devant Irus, donc une portion de 2 km environ, en 2 tronçons, sur les 20, donc c'est quand même assez marginal par rapport à ce qui nous intéresse. Mais on sait que c'est un phénomène quand même général, ces mortalités d'arbres sur la commune. On a la même chose au Sept-Îles, on a la même chose à pas mal d'endroits. Et là, c'est vraiment concentré sur cette portion-là. Donc on a été obligé de réagir dans l'urgence, finalement. Autant le séminaire s'inscrit dans le long terme, autant ma contribution s'inscrit dans l'urgence,
a une forte connotation, bien sûr, sécuritaire et réglementaire. Les questions qui ont été soulevées sont essentielles. La commune s'intéresse à l'entretien de cette servitude de passage littoral alors qu'on passe sur des propriétés privées pour l'essentiel, et qu'il n'y a aucun texte à ma connaissance. En tant que président d'un groupe de travail du SNVM, j'ai posé plusieurs fois la question: quelle est l'obligation réglementaire de la commune d'entretenir ou de contribuer à l'entretien de cette servitude littorale? On ne m'a pas répondu. La simple doctrine, c'est l'État détermine, en application d'une loi assez ancienne et d'un arrêté préfectoral de 91, le passage de cette servitude sur le littoral, quand il le peut, parce qu'il y a des endroits où elle est interrompue. Et ensuite, ce sont les collectivités locales qui ont en charge l'entretien. Mais quelle collectivité locale? On ne sait pas. Au départ, le département, le Conseil général s'était beaucoup investi dans cette servitude littorale, d'autant qu'en ce qui nous concerne, il y a le GR34 qui passe quasiment sur l'intégralité de notre commune. Donc on a un intérêt touristique, un intérêt supracommunal qui est important. On s'investit depuis 6 ans avec ardeur dans cet entretien, mais la question réglementaire que je pose, juste quelle est l'obligation de la commune? Vous considérez qu'il y a un vide juridique? Moi, je n'ai pas trouvé la réponse réglementaire indiquant que c'est la commune qui est en charge, et ça nous coûte quand même 2 agents et quelques dizaines de milliers d'euros par an. On le fait très volontiers puisque c'est quand même une richesse locale, mais quelle est notre obligation? Là, on est intervenu sur la fermeture de ces 2 portions, dans un cadre légal qui est très clair, c'est la sécurité. Le maire est responsable de la sécurité dans sa commune. On nous signale, une autorité patentée, le parc nous signale qu'il y a un danger immédiat, c'est certain. Donc on n'avait pas vraiment le choix sur ces 2 parcelles, sur ces 2 portions de laisser ouvert, puisqu'on avait la connaissance du risque, même si ce risque était déjà connu quelque part, puisqu'on a quand même une mortalité progressive très importante sur les pins anciens. Donc on n'a pas eu le choix. Et le maire n'a pas pris le risque de ne pas fermer. Simplement, c'est une autre responsabilité, c'est la responsabilité et pénale et légale en termes de sécurité. C'est pas la responsabilité civile, et certains l'ont évoqué. C'est le propriétaire qui demeure responsable au titre du Code civil 1380 et suivant, donc des arbres qu'il a sur son terrain. Donc on a fait mina, à savoir que les arbres qui sont à proximité immédiate du sentier littoral et donc du passage vont être pris en charge, leur coupe, par la commune. Donc sur une centaine d'arbres, il y en a 40% qui sont vraiment très près de la servitude. Donc la commune a passé un appel d'offres, et on a soumis cette demande à 4 professionnels, un seul a répondu. Pour le moment, ce professionnel est occupé jusqu'à fin janvier, puisqu'il a été embauché par le Conseil général sur une partie de notre commune, du côté de Toulverne. Donc dès février, ce professionnel se déplacera, on a signé le devis, et viendra couper les arbres qui sont immédiatement à proximité de la servitude, sachant qu'il y en a 50 qui sont sur le domaine privé. Donc on a écrit à chacun des propriétaires de ces parcelles, on leur demandait de couper. À défaut, on le fera à leurs frais, mais le fondement réglementaire est quand même assez fragile. Et sinon, on va essayer au maximum d'agir à l'amiable et en concertation. On donnera les coordonnées et les heures de passage du bûcheron aux propriétaires des parcelles. Certains ont déjà commencé d'ailleurs à couper les arbres, parce qu'on les a repérés avec Leïla par GPS. On a les positions de chacun des 100 arbres qui sont dans l'obligation d'être coupés, pour éviter donc une sorte un peu faire tomber par point GPS avec nos agents. Donc on a encerclé ceux que l'on va prendre du sentier qui seront pris en charge par la commune, et on a informé les propriétaires avec un parcellaire de chacun de leur terrain pour leur dire ceux-là vont les couper le plus rapidement possible. Certains ont réagi, d'autres non, parce que contrairement à certaines communes, on a aussi des propriétaires qui ne sont pas très très satisfaits, et ceux depuis 20 ans, de voir la SPPL, la servitude de passage, passer en bas de chez eux. Ils ont déjà une première peine, c'est d'avoir une portion de leur territoire qui est amputée, et ensuite une charge d'entretien, alors que les terrains sont généralement en NDS, et sur les portions qui nous intéressent, c'est en espace boisé classé. Donc c'est à 0,40 le mètre carré en moyenne, à 0,40 € le mètre carré en moyenne. Il n'y a pas forcément une motivation farouche des propriétaires d'aller dépenser de l'argent sur ces terrains-là. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une motivation forte, surtout qu'ils sont souvent dans la division, d'aller couper ces arbres-là. Donc on aura à la fin du processus certainement des parcelles où les propriétaires ne seront pas intervenus ou ne pourront pas intervenir. Et je ne sais pas dans quelle mesure on aura les moyens de récupérer la facture qu'on leur enverra, parce que le fondement réglementaire et légal me paraît un peu fragile. Même si on a vraiment le droit d'intervenir sur les portions des parcelles privées, dans la mesure où le risque n'est pas évident.
D'accord. Voilà un peu notre problématique. Donc, deux points juridiques qui me paraissent importants à régler. Quelle est la réelle obligation de la commune de financer les travaux sur cette servitude littorale? Et deuxièmement, tous nos travaux de consolidation de cette servitude qui nécessitent des interventions à partir du DPM sont, je vais être poli, contrariés par les services compétents qui interdisent globalement, puisqu'on est en site hypersensible, tous travaux à peu près cohérents de protection du littoral. Et on a dans ces zones-là des microfalaises qui s'effondrent, on a une surfréquentation liée à certaines manifestations d'envergure, on a des grands trails qui passent par là, on a des marcheurs très très importants, c'est le GR34, on a les chenilles processionnelles, on a tout ce phénomène multifactoriel qui fait que nos sentiers sont fragiles et qu'on a ce vide juridique de qui doit l'entretenir et ensuite comment le protéger, sachant qu'on a quasiment une interdiction d'intervenir à partir du domaine public maritime. D'accord. Je pense, bon, juste une petite digression, le GR34 a fait l'objet d'une étude assez poussée de la région Bretagne. Je crois que Jacques Madec est dans la salle. Hein, c'était présenté hier, je crois, à Perros-Guirec. Et il y a un suivi qui a été fait, notamment en termes de fréquentation. Il y a aussi des retombées financières, mais beaucoup des questions de fréquentation. Alors il y a peut-être des communes qui ont été un petit peu mises sur la touche. Mais voilà, je crois, le golf faisait partie de l'étude. Oui, le golf faisait partie de l'étude, et donc c'est vrai que le GR34... micro, pardon. On parle du GR34, hein, le sentier de grande randonnée. Oui, donc c'est vrai qu'il y a une étude qui a été menée justement sur l'impact de ces sentiers côtiers au niveau économique, c'est assez énorme. Bon là j'ai pas mon dossier avec moi par rapport à hier, je n'ai pas retenu spécialement les chiffres, mais c'est extrêmement impressionnant. Alors c'est vrai que c'est posé la problématique que René Goileau pose aujourd'hui, c'est-à-dire en effet c'est la responsabilité au niveau donc entre propriétaires et communes et puis État. Donc c'est un problème qui est réel. C'est un problème aussi, en effet, la surfréquentation, la fragilisation de par l'érosion, de par la submersion. Donc tout le monde en est conscient et en fonction des secteurs, c'est vrai que c'est la réalité. C'est vrai aussi que, donc en effet, la carte ne prend pas tout. Bon, pas de chance pour moi, le Mariaquer n'est pas dedans. Et là, ça amène à se poser la question par rapport au GR34, justement. Par rapport au cheminement. C'est-à-dire qu'en effet, quand il manque un petit morceau sur une commune, bien, la commune n'est pas prise en compte dans le cheminement. Alors c'est vrai que sur le plan même touristique, c'est un peu gênant, parce que notre commune, par exemple, n'apparaît pas. Mais bon, c'est presque, j'irais, accessoire, mais c'est vrai que pour nous, par exemple, ça nous amène à nous poser la question, en effet, comment on peut boucler une boucle qui, en fait, aussi touche des propriétés privées. C'est-à-dire que même si la commune est volontaire pour qu'en effet le GR34 passe partout, c'est évident que là aussi, en fonction de la volonté des propriétaires de laisser passer certaines fois, et on a le problème entre autres à Locq-Mariaquer, entre Locq-Mariaquer et Saint-Philbert. Voilà. Mais c'est vrai que l'impact économique, et c'est une étude qui pourrait être, je pense, reprise par le parc de toute façon et peut-être à communiquer, c'est vrai que c'est vraiment énorme. C'est 900 000 personnes, je crois, qui passent, c'est plusieurs millions d'euros d'impact économique. Là, ils ont même poussé un petit peu l'étude jusqu'à le panier moyen que laisse, entre guillemets, économiquement un marcheur, que ce soit un excursionniste, comme ils disent, ou un touriste. Et c'est vrai que c'est un des paramètres aussi pour maintenir, en effet, ce sentier en place. Mais, encore une fois, le côté fragilisation actuellement, de par le phénomène de l'érosion, de par le phénomène de la montée des eaux, de par le phénomène de la surfréquentation, de par le phénomène, en effet, des manifestations culturelles ou sportives qui viennent, je dirais, sur ces sentiers ou sur ces espaces naturels, il y a une interrogation à mener, c'est certain. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, monsieur Sardin? Oui, juste un petit mot sur ce problème-là. Pour donner un peu les chiffres que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, la variation de population entre l'été et disons juillet-août et l'hiver, sur toute la zone littorale, y compris les îles, c'est de l'ordre de 1 à 10. Et sur l'île d'Arc, il y a en hiver 150 habitants résidents permanents, et puis en été jusqu'à 300 000 visiteurs dans la saison. Donc là, on a clairement le problème. Donc ça, c'est une première question, qui est une question politique générale du Golfe, mais qui est une vraie question, notamment par rapport au maintien du paysage. Deuxième remarque, j'ai juste deux petites remarques comme ça. L'entretien du paysage et de la forêt, c'est aussi très étroitement lié à l'agriculture. Sur l'île d'Arc, on a fait le choix de maintenir l'agriculture. Pourquoi ? Parce que c'est le paysage.
Et même si la production, donc on s'est arrangé pour que les choix agricoles permettent un équilibre financier, que ce ne soit pas de la subvention. Mais il y a des pays, notamment en Scandinavie, où les agriculteurs sont payés uniquement parce qu'ils entretiennent le paysage, plus parce qu'ils produisent. Et je pense que dans un certain nombre de territoires, cette question mérite d'être posée. Enfin, dernière remarque, je m'excuse, voilà, je termine. On est, comme le disait René tout à l'heure, on est quand même confronté à des contradictions administrativo-réglementaires qui sont difficiles. Et je voudrais citer la visite que j'ai faite du littoral avec un fonctionnaire d'une administration d'État qui me dit, voilà, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, donc on fait un inventaire. Et à la fin, il me dit, surtout ne le dites pas à telle autre administration d'État. Donc voilà la situation dans laquelle nous, pauvres élus, on se trouve au quotidien. Bon, bah, c'est presque une perche tendue, je crois, M. Favrel. On va avoir beaucoup de questions à vous poser sur la question de réglementation. Je vous propose d'enchaîner tout de suite la deuxième table ronde, parce que je pense que vous avez des questions, mais en fait, les questions que vous auriez posées aux 3 personnes représentant les communes vont se recouper aussi avec celles qui suivent. Donc je propose tout de suite à la deuxième table ronde de prendre place. Je vous remercie, on peut les remercier. Hein, je pense qu'ils ont été assez concis, les propos ont été très intéressants. Et donc je voudrais inviter Xavier Grenier. Xavier Grenier, donc, du Centre régional de la propriété forestière, Pascal Favrel de la Direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM, et puis Jean-Bernard Fiat, facilement reconnaissable à sa colère, qui nous est donc de l'Office national des forêts. Oui. Oui, on va prendre le temps, oui. Mais parce que j'ai entendu un bruit de vaisselle, j'imagine que c'est déjà une assurance qu'il y a à manger. Voilà, ça c'est une information. Et puis, toutes les questions que vous ne pourrez pas poser directement à l'occasion de cette table ronde, n'hésitez pas à les poser aussi en direct aux personnes qui sont là pendant le repas. Donc on enchaîne avec cette table ronde-là. L'idée, vous voyez, c'était d'avoir à la fois des témoignages, des observations et des propositions de la part d'élus ou d'agents de la collectivité, et puis là, c'est de repasser la parole à entre guillemets, des professionnels de l'arbre et à un représentant de l'État, qui peuvent aussi rebondir sur ce qu'ils ont entendu d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des propos, vous êtes peut-être été interpellé de manière explicite ou de manière implicite, donc vous pourrez réagir à ce que vous avez entendu. Je voudrais commencer avec vous, Xavier Grenier. Est-ce qu'il y a un micro ici ? Alors, juste rappeler que vous êtes ingénieur au Centre régional de la propriété forestière, qui est la branche régionale du Centre national de la propriété forestière, le CNPF. Pas confondre avec le patronat français qui a dû changer de nom à cause de vous, je pense, hein, j'imagine. C'est pas le meilleur choix qu'on ait fait, effectivement. Vous, quand je vous ai eu au téléphone, vous avez une formule qui m'a bien plu, vous avez dit la bonne essence dans le bon sol. Donc ça renvoie à quel type d'arbre et à quel type de sol, de support. Première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'on en discutait avec notre collègue Clément, il y a plein de rapports qui sortent, du GIEC, de Météo France. Alors je ne vais pas déflorer ce que vous allez dire cet après-midi, parce que vous allez nous présenter en avant-première un scénario de Météo France. Mais du coup, peut-être rappelez-vous ce que vous faites pour les propriétaires, parce que vous ne travaillez que pour les propriétaires privés, hein, c'est bien ça. Oui. Notamment, vous faites de la formation, vous avez des guides, je crois, qui sont ici à disposition et qu'on peut aussi télécharger sur votre site internet. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous leur proposez? Et à la lumière de ces nouveaux scénarios, est-ce que vos guides sont, entre guillemets, bien adaptés? Est-ce qu'ils tiennent compte de ces questions d'érosion, de changement climatique, etc.? Alors, le CRPF est chargé de un volet d'activité qui est réglementaire sur la gestion globale des forêts privées régionales. Donc ça, je le laisse de côté parce que c'est pas forcément très intéressant pour aujourd'hui. Mais on a surtout un rôle de démonstration et de formation auprès des propriétaires forestiers pour pouvoir gérer correctement leurs forêts et dans les règles du code forestier d'une part, et d'autre part et surtout sur le plan technique, c'est-à-dire savoir pourquoi le peuplement est comme ça, quelles interventions seraient souhaitables sur ce peuplement quand il arrive on va dire à maturité, au moment de le récolter ou de le renouveler, bien, quelles sont les techniques adaptées pour pouvoir faire ces interventions.
Et surtout, notre préoccupation principale, c'est, une fois que le peuplement a été récolté, pour des raisons X ou Y, c'est comment on le renouvelle, avec quelle essence, en fonction, et ça c'est pour nous c'est primordial, en fonction du sol et du milieu dans lequel on va installer ce nouveau peuplement. Car à l'inverse de l'agriculture, on n'a pas beaucoup de maîtrise en forêt sur le sol. On doit s'adapter au sol qui est en présence. On ne peut pas, comme un agriculteur, compenser en permanence les déficits qui pourraient apparaître sur un sol. Il faut donc non pas qu'on modifie le milieu pour pouvoir y mettre l'essence que l'on veut, mais plutôt de mettre l'essence qui est souhaitable sur le type de sol que l'on a. Alors ce matin, j'ai entendu des choses intéressantes, feuillus, résineux, souvent en fonction du terrain, du sol et de son état, on n'a pas le choix. C'est pas le gestionnaire qui choisit l'essence, c'est d'abord le milieu qui va permettre d'installer une gamme d'essence, laquelle au départ j'en sais rien tant qu'on n'a pas vu le sol, son état et ses contraintes. Alors est-ce que vous voyez justement depuis plusieurs années un changement de ces essences? Est-ce que vous voyez des essences apparaître aussi qui n'étaient pas là avant, ou d'autres disparaître parce qu'elles sont trop fragiles à la lumière de l'évolution des sols? Quel constat vous faites? Au niveau de la forêt, on n'a pas vu vraiment d'évolution de la composition des essences. D'abord, déjà, la forêt, globalement, comme monsieur de Lildard parlait tout à l'heure de quelle est la formation végétale endémique ou climatique, en fait, ce sont des associations qui sont en permanence, et Hervé Le Boulaire l'a montré tout à l'heure, c'est en permanence en évolution, en fonction de tout un tas de contraintes qu'on ne maîtrise heureusement pas, que sont le climat, les événements climatiques dont on pourra parler cet après-midi. Donc c'est en permanence, mais il n'y a pas de... Pour le moment, on n'observe pas dans les forêts, on va dire... D'abord, l'essentiel de la forêt en Bretagne, elle est complètement artificielle, parce que la Bretagne est passée par des périodes de défrichement intensif à partir du Xe siècle jusqu'au début du XXe, qui font que tout ce qui est boisé aujourd'hui, même les massifs emblématiques de la région, je pense à Quénécan, je pense à Pimpon, à tout ce que vous voulez, tout ça sont des massifs qui sont totalement artificiels. Donc l'association vraiment naturelle, on ne la connaît pas bien, mais par contre, on essaye d'apporter aux propriétaires, via toutes les formations et les documentations qu'on met à leur disposition. Si on ne peut pas lui dire vraiment ce qu'il faut faire, on est encore en mesure de lui dire ça, on sait qu'il ne faut pas le faire. Comment vous voulez toucher les propriétaires? Enfin, vous organisez des formations, c'est uniquement par la diffusion de vos guides. Enfin, comment vous les rencontrez, à quel titre? Enfin, à quel titre je vois bien, mais comment? Sous quelle forme? On prend contact avec eux. D'abord, on a des équipes techniques. On a une équipe technique par département avec une permanence. Et puis, ils répondent. Nos locaux pour le Morbihan on est locataire à la chambre d'agriculture du Morbihan, et on a là une équipe de 2 personnes qui répond aux questions, qui prend des rendez-vous avec les propriétaires, qui va voir sur le terrain, prend rendez-vous, voir sur le terrain, lui apporte l'information. On organise des journées de formation, on a un programme annuel qui est à la disposition du public, qui est ouvert. On a aussi un petit site internet qui nous permet de mettre notre documentation à disposition, que les propriétaires ou le public puissent se raccorder aux journées de formation que l'on a, et puis on publie des petites revues qui amènent une information régulière sur la forêt, la gestion forestière, etc. Est-ce que vous voyez chez les propriétaires des nouvelles questions qui apparaissent justement sur ces questions de climat ou de fréquentation? Est-ce que vous avez ce genre de... Alors la fréquentation, vous voulez dire du public? Du public, oui, bien sûr. Alors ça, oui, on le voit beaucoup, parce que comme pour le périmètre du golfe du Morbihan, 92% de la surface forestière en Bretagne est privée. Donc toutes les forêts que le public voit en général pensent que c'est la forêt de tout le monde, et c'est pas du tout le cas, c'est essentiellement de la forêt privée. Donc les problèmes de fréquentation, les problèmes de responsabilité que j'ai entendu tout à l'heure avec monsieur l'adjoint de Baden, on est confronté à ça tous les jours, avec les mêmes problèmes de responsabilité. Alors on a le cas très particulier des parcours
de sentiers qui sont initiés par le département du Morbihan en particulier, mais par tous les départements, dans lesquels la responsabilité du propriétaire est transférée à la collectivité en matière de responsabilité civile. C'est très important pour le propriétaire parce que toute fréquentation du public en forêt, c'est évidemment, vous l'avez très justement dit, le propriétaire de l'arbre qui est responsable. En l'occurrence, lorsque le propriétaire a passé une convention, tout simplement, avec le département du Morbihan, convention de passage d'un sentier, d'un itinéraire balisé, eh bien, la responsabilité du propriétaire est transférée à la collectivité. Merci pour ce témoignage. Je vous propose de passer le micro à votre voisin, parce que c'est un petit peu en ligne directe, en fait. Donc vous représentez l'Office national des forêts. Jean-Bernard Fiat, vous êtes expert technique, et puis je crois que vous avez aussi une mission sur les fonctions sociales et les risques naturels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, les fonctions sociales et les risques naturels? Très vite, parce que ce n'était pas l'objet forcément de la table ronde, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que quand on aborde cette question du paysage, d'ailleurs même Hervé Le Boulard, vous avez vu, il y a des parties techniques, des parties plus personnelles et même des parties un peu poétiques. Donc les fonctions sociales, j'imagine, d'ailleurs comme disait aussi Clément tout à l'heure, le fait d'élaguer un arbre ou de serait-ce que le modifier un tout petit peu, ça peut susciter des tas de réactions. L'arbre n'est pas tout à fait une plante comme les autres. Oui, tout à fait. Alors, bon, ces fonctions sont récentes, hein, date du 1er septembre, hein, donc je les découvre aussi. Enfin, en ce qui me concerne, non, on est confronté en effet à l'ONEF à différentes situations. Alors moi, je travaille sur l'intégralité du littoral, en gros d'ici jusqu'à la frontière espagnole, et on est confronté un peu partout aux mêmes situations, mais avec des réponses différentes. Avec des problèmes qu'on commence à rencontrer, notamment lorsqu'on mène notre sylviculture. Notre sylviculture, elle est généralement faite en futée régulière, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que donc, une fois qu'une parcelle d'une forêt est arrivée à maturité, donc que les arbres ont atteint leur diamètre d'exploitabilité, eh bien, on procède à la régénération, généralement par voie naturelle, c'est-à-dire qu'on utilise les graines des arbres qui sont en place pour qu'ils se régénèrent, et ensuite on coupe les semenciers qui sont arrivés à maturité, et voilà. Et il y a des endroits, ça s'est passé dernièrement en Charente-Maritime, où on a une levée de bouclier importante donc, de la population, et on sent que, ce qui nous a bloqué les coupes pendant 3 ans, sur ce massif-là, on n'a plus rien faire pendant 3 ans. Et donc on a dû parlementer, faire des cahiers paysagers, essayer de trouver des modes de gestion un peu différents. Et en fait on a mis en place toute une stratégie à l'échelle de tout, on va dire le quart de la France, sur lequel j'interviens, toute une stratégie justement pour essayer d'accompagner ces coupes et de prévenir un peu ces problèmes-là, parce qu'on sent bien, on le voit même à la télé, etc., que la société s'intéresse de plus en plus à l'arbre, à la forêt, à la gestion forestière, à l'environnement. Je pense qu'on le constate tous. Vous avez un collègue allemand, dont j'ai oublié le nom, mais qui a sorti plusieurs ouvrages d'ailleurs, et sont tirés à des. D'ailleurs, qui ont dû générer beaucoup d'abattage d'arbres pour pouvoir être produits, ça c'était une petite boutade. Mais n'empêche qu'il y a eu beaucoup de tirages de ce livre-là, et ça montre bien l'intérêt, et sur des aspects, pas que des aspects de gestion de l'arbre. C'est vraiment de l'arbre au sens. C'est presque un être vivant qui fait partie de la famille, quoi. Tout à fait. Bon, il a beaucoup parlé de communication entre les arbres, autant dans son film que dans son livre. Et bon, c'était intéressant. Et d'ailleurs, dans son film, un point qu'on devait évoquer aujourd'hui, c'est dans son livre, dans son film, pardon, qui s'appelle L'intelligence des arbres, je crois, de mémoire. Il insiste beaucoup sur le sol et la préservation du sol. Et c'est un. Alors, je ne sais pas si mon propos va dans un sens chronologique logique par rapport à ce qui était initialement prévu, mais un arbre, ça naît, ça vit, ça meurt. Donc il est là, il va disparaître un jour. Il y a une chose par contre qui restera toujours, c'est le sol. Le véritable patrimoine qui existe, c'est le sol. Et ça fait maintenant quelques années à l'ONF qu'on est convaincu de ce phénomène-là, ce qui fait que la préservation du sol, pour nous, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que déjà, il y a, on va dire, une richesse chimique qui permet aux plantes de pousser. Et deuxièmement, il y a un point qui va intéresser certaines personnes suite à certaines expressions. Aujourd'hui, le sol, c'est lui qui contient l'eau que l'arbre va absorber. Si on tasse complètement ce sol et qu'on enlève
tous les espaces pour que l'eau puisse y rester. Je vous laisse imaginer ce que l'arbre va en penser, ce qu'il va devenir. Donc nous en forêt, pour la gestion forestière par exemple, on impose des cheminements aux engins qui viennent débarder, le bois, les tracteurs, etc. Et ils ne peuvent aller que sur ces chemins-là, et pas ailleurs. S'ils vont ailleurs, ils se font mettre dehors, et voilà, c'est terminé, on leur vend plus de bois, ou on ne les emploie plus. On est hyper contraignant depuis quelques années, je dirais 15 à 20 ans, sur ce sujet-là, parce qu'on a pris conscience de ce patrimoine fondamental qu'est le sol. Et on parlait tout à l'heure de dépérissement d'arbres, et de la place qui, à l'avenir, va être réservée aux chênes pédonculés, c'est-à-dire pas grand-chose. C'était ce qui était évoqué par Hervé Le Boulère au tout début. Le chêne pédonculé, c'est une espèce qui a besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Toujours de l'eau dans le sol, c'est fondamental. Imaginez une canicule, ou une période de sécheresse longue, comme on a eu les deux étés qui viennent de se passer, mais qui soit même encore plus longue, ce qui est en train de se passer en Aquitaine notamment, des périodes de sécheresse qui commencent mi-avril et qui se terminent fin octobre, donc pendant toute la saison de végétation. Une naissance comme le chêne pédonculé va beaucoup souffrir. Une année, 2 années, 3 années, de suite comme ça, et on sait que ça peut arriver, c'est ce qui est prévu dans les années à venir ou dans les décennies à venir. Le chêne pédonculé ne pourra pas supporter. Si en plus on lui restreint l'eau disponible dans le sol, c'est complètement cuit pour lui. Donc il faut vraiment se dire qu'il faut éviter le tassement, donc le piétinement, la surfréquentation, etc., dans les zones où on veut préserver du chêne pédonculé. Voilà, c'était... Juste sur la question du sol, vous rejoignez les propos de M. Grenier en disant on maintient le sol, mais on n'améliore pas le sol. Vous ne faites pas ce distinguo qu'on pourrait faire avec l'agriculture, qui a vocation aussi à améliorer les sols pour pouvoir faire telle ou telle culture. Vous êtes dans cette logique de maintenir les sols, notamment pour éviter les problèmes avec les chênes pédonculés qui ont besoin de plus d'eau. Alors, on peut améliorer les sols, c'est un peu ça ma question. Oui, on peut améliorer les sols. Alors, il y a 2 façons. Il y a la méthode, on va dire, plutôt agricole qui consiste à les amender, apporter les éléments nécessaires, les éléments chimiques nécessaires. Ça, nous, en forêt, on ne fait pas. Enfin, en forêt publique, en tout cas, en forêt privée, normalement, enfin, ça, en tout cas, c'est pas recommandé. Mais on ne le fait pas. Là où ça se fait beaucoup, c'est sur le plateau landais, dans les Landes. Voilà, ils le font quasiment systématiquement. Mais par contre, ici, on ne le fait jamais. Une façon d'améliorer les sols, ou d'éviter qu'ils se dégradent, ce qui peut revenir un peu au même, c'est dans le choix des essences qu'on va avoir. Parce que certaines essences, les essences perdent leurs feuilles, même les résineux. On voit toujours des aiguilles, mais il faut savoir que les aiguilles les plus vieilles qui sont sur un arbre ont généralement 5, 6, 7 ans. Ça dépend des espèces. Donc, ils voient bien des aiguilles au sol, donc ils perdent bien leurs aiguilles. Donc, et ces feuilles, ces aiguilles en se dégradant, acidifient plus ou moins ou pas du tout le sol, ou l'améliore sur le plan des nutriments. Voilà. Donc l'effet, il peut être dans le choix des essences. Tout à l'heure, vous aviez parlé du choix des essences par rapport à la station, mais un autre élément de choix d'essence, ça peut être aussi pour améliorer ou éviter de dégrader le sol. Donc vous ne condamnez pas encore le chêne pédonculé? Vous n'êtes pas obligé de répondre, non? Je pense qu'à terme, oui. Alors, il y a quand même deux éléments qui peuvent jouer en sa faveur, malgré tout, pour repousser l'échéance. Il pleut. Ouais, mais oui. On est en Bretagne. Il pleut à l'automne, à la fin de l'hiver. On verra cet été. Et pour l'instant, les arbres sont au repos, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'eau. Par contre, quand va arriver le mois de mars, voilà, on verra. Il pleut, mais est-ce que l'eau va rester dans les sols? Voilà, ça c'est la question. Et en quelle quantité? On était parti sur... vous ne condamniez pas le chêne pédonculé? Oui, voilà, je ne condamne pas. Alors, à terme sûrement, mais la question c'est à quelle échéance? Il y a 2 choses qui peuvent jouer en sa faveur, j'en ai parlé, c'est le respect de sa réserve utile en eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on peut avoir dans le sol, donc évitons de tasser les sols, c'est la première chose. Si on évite de tasser le sol, il survivra peut-être un peu plus longtemps. Et deuxième chose, c'est dans sa génétique.
il se trouve que la particularité des chênes, dont le chêne pédonculé, c'est d'avoir une diversité génétique gigantesque. Si on prend un seul chêne, qui est le chêne Cécile, c'est celui qu'on trouve beaucoup dans le Val-de-Loire avec lequel on fait des tonneaux, il faut imaginer que rien que le chêne Cécile a une diversité génétique 50 fois supérieure à celle de l'être humain. Voilà, sur l'ensemble de la Terre, donc tout type d'être humain. Donc imaginez un peu sa capacité d'adaptation et le mélange génétique qu'on peut avoir. Donc, alors, chêne pédonculé, je ne sais pas si on en sait autant en termes génétiques, mais on peut. Le constat qu'on a pour l'instant, c'est que finalement, il a une capacité d'adaptation qui est assez forte. Le problème qu'on rencontre, c'est que sa capacité d'adaptation, elle va jouer quand des glands vont tomber au sol, avec une très grande diversité génétique, due aux parents autour. Et ceux qui seront le plus adaptés, c'est les plants qui vont, enfin les SMI qui vont sortir de ça, qui seront les plus adaptés, qui vont survivre, qui seront les derniers à mourir en tout cas. Le problème, c'est que les générations se font, un chêne pédonculé, ça va vivre 100 ans, 180 ans, 100 ans, 120 ans. C'est ça, c'est une question de temporalité. C'est une question de temporalité. Même s'il y a une grosse capacité d'adaptation, mais sur quelle durée? Voilà. Alors, autant donc le chêne pédonculé donc, a pu en effet, après la glaciation, donc, remonter du sud vers le nord jusqu'ici, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que tout ça, ça s'est passé à une vitesse qui était compatible avec son déplacement naturel. Autant là, on sait que la vitesse des choses, la vitesse de l'évolution climatique est très très élevée, est beaucoup trop élevée pour que naturellement le chêne pédonculé puisse s'adapter tout seul. Alors, une des stratégies qu'on a retenues à l'ONF, pour différentes essences, dont le chêne pédonculé, mais plein d'autres, c'est, en accord avec les services de l'État, c'est à partir du moment où on fait une régénération quelque part, naturelle ou artificielle, par semis ou par plantation, eh bien systématiquement on va introduire la même espèce, même essence, mais d'une provenance beaucoup plus méridionale. À titre d'exemple, actuellement sur Vierzon, sur la forêt de Vierzon, donc, où il y a pas mal de régénération, donc Vierzon c'est dans le Val-de-Loire, c'est dans le Cher. On est en train d'introduire des chênes Cécile qui viennent de la région de Toulouse, de façon à ce qu'il y ait une mixité génétique pour espérer que dans 150 ou 180 ans, quand tu auras une régénération et donc des glands qui vont tomber au sol pour faire la génération suivante, qu'il y ait une mixité génétique qui se produise afin de permettre quand même à cette essence de subsister, plutôt qu'elle ne disparaisse. Merci, donc on retiendra que vous encouragez la mixité. Oui, alors, la mixité, et deux, le mélange d'essences dans les peuplements. Jusque dans les années 80-90, on installait des peuplements purs, une seule essence. Maintenant, c'est plus du tout le cas, on essaie de favoriser le mélange. Bon, il faudra que nous aussi, on essaye d'avoir plus de mixité au niveau de la table ronde, vous avez vu qu'elle est très masculine. Heureusement qu'il y a Dominique Perriot, la première bûcheronne de France, c'est ça, Dominique, qui est là pour rééquilibrer un tout petit peu. Je vous propose de passer la parole à Pascal Favrel, qui est chargé de mission forêt à la DDTM du Morbihan. Alors, je pense que vous êtes assez attendu sur la réglementation, mais on va attendre un peu, on va garder le meilleur pour la fin. Moi, je voudrais qu'on reste un peu dans ce que vient de dire M. Fiat, puisqu'il a dit avec l'accord des services de l'État. Et donc vous, est-ce qu'au niveau de la DDTM, par exemple, on vous demande quel type d'essence il faut planter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des élus qui vous posent ces questions-là, ou des propriétaires? Et qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, de ce côté-là, on a une porte d'entrée, en effet, réglementaire, mais c'est essentiellement dans le cadre de la mise en œuvre des aides à l'investissement forestier. On a un arrêté sur le matériel forestier de reproduction qui fixe les différentes essences qui sont utilisables en matière de boisement ou de reboisement. Et parmi ces essences utilisables, on va fixer les différentes provenances qui sont utilisables dans telle ou telle région naturelle du département, ou si on peut élargir à la région Bretagne. Voilà. D'accord.
Si on revient sur des aspects de réglementation, parce que ça a été soulevé à plusieurs reprises dans les questions, c'était abordé aussi sur la table ronde précédente, est-ce qu'il y a assez de réglementation aujourd'hui autour de l'arbre? Est-ce que vous estimez qu'il y a un corpus est suffisant? Je suis désolé de poser cette question un peu naïve, mais voilà, je la pose. Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir d'autres types de réglementation, notamment à la lumière du changement climatique, des questions d'érosion de la biodiversité? Ou est-ce qu'aujourd'hui on a ce qu'il faut? Est-ce que nos arbres sont bien protégés? Et est-ce que la réglementation elle est suffisante et bien comprise? Alors, quand on est chargé de mission forêt à la DDTM du Morbihan, c'est pas tout à fait pareil que quand on est dans l'Orne. Hein. C'était mon précédent poste d'affectation. En fait, dans le Morbihan, et quand on se tourne vers le cordon littoral, il y a en effet énormément de thématiques qui sont impliquées dans la gestion des espaces boisés. Alors, pour répondre un peu brutalement à votre question, c'est vrai que sur le littoral du golfe du Morbihan, on a plusieurs couches réglementaires. Hein, on en a beaucoup. Les élus là, qui se sont exprimés l'ont dit à leur façon. Et je pense qu'en effet, on a assez de réglementation. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer. D'ailleurs, moi, j'en connais un certain nombre par rapport au domaine dont je suis chargé à la DDTM, mais je ne les connais, et en tout cas, je ne les maîtrise pas tout le temps. Hein, voilà, c'est très très clair là-dessus. Mais je vais juste insister sur l'obligation qu'ont les communes à classer, ou à identifier en tout cas, en espaces boisés classés, les espaces boisés les plus significatifs. Hein, donc ça, c'est une obligation liée au code de l'urbanisme, et toutes les communes qui font l'exercice de faire un plan local d'urbanisme passent en commission départementale pour justement valider ce classement en espace boisé classé. Alors, ce classement... Qu'est-ce que c'est un espace boisé significatif? Alors, c'est une très bonne question. Ça n'est pas, il n'y a pas de définition, je dirais, réglementaire, mais en général, on trouve un consensus dans le cadre de l'élaboration du PU. Vous m'avez interrompu. Oui, non, mais en fait, on était sur la question de réglementation, et moi j'avais aussi envie d'aller en filigrane. Oui, alors qu'est-ce que c'était un boisement significatif? Et puis derrière ça, c'est aussi, on voit bien qu'il y a les demandes des propriétaires, il y a les demandes des usagers, il y a les demandes des élus, il y a la demande des forestiers. Comment on compose avec tout ça? C'est-à-dire, comme vous dites, on recherche le consensus. Par exemple, pour définir ce que c'est un boisement significatif, le consensus, on le fait comment? Comment vous travaillez? Donc, si vous me le permettez, je vais continuer sur les espaces boisés classés. C'est une protection très forte, hein, finalement, puisque il y a interdiction de mener des actions qui détérioreraient la qualité du boisement, et également changer la destination de la parcelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas la transformer en parking ou en zone d'habitation si cet espace boisé est identifié au PLU en EBC. Hein. Donc, on a des protections fortes sur les espaces boisés sur les communes littorales. Ça, c'est réel. Alors, par rapport aux différents débats qu'il y a eu jusqu'à présent, moi, ce que je comprends finalement, c'est que la réglementation, elle est multiple. Elle peut parfois rentrer en contradiction, si je puis dire. Et en effet, il va falloir faire preuve de discernement pour la mettre en œuvre et essayer de trouver oui, un consensus pour son application. Mais finalement, au-delà de la réglementation, et je pense qu'on est là aujourd'hui pour ça, il va y avoir une implication des élus, de la population, des différents organismes forestiers ou autres, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en effet, sur le golfe du Morbihan, il y a plein d'autres thématiques qui vont se télescoper avec les espaces boisés. Et donc, je dirais que la réglementation, quelque part, et c'est un représentant de l'État qui va le dire,
elle est insuffisante si on veut trouver une manière de gérer, de mieux gérer et aussi de renouveler ces espaces boisés qui ont été implantés, comme on l'a dit, à certaines périodes dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc, moi, ce à quoi je crois, c'est l'implication des différents acteurs du territoire pour la gestion et le renouvellement de ces espaces boisés. Et finalement, quand on parle d'espaces boisés, ce sont des choses très concrètes, très techniques, je crois, et il faut une compétence technique, une formation technique. Il faut passer du réglementaire au technique, et du coup, il y a des étapes. Tout à fait. Donc, moi, ce que je pense réellement, c'est que aujourd'hui, globalement, dans les collectivités, il y a assez peu de compétences en matière de gestion forestière. J'ai bien entendu un monsieur Carré tout à l'heure qui s'exprimait, et je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de compétences en matière de gestion de l'arbre ou des espaces boisés, mais globalement quand même, il y a une vraie attente de ce côté-là, qui a été exprimée par les communes qui ont participé à la table ronde, et je pense qu'il y a un vrai besoin d'information et de formation. Alors, est-ce que ça doit passer par les équipes techniques des communes? Eh bien, pourquoi pas. Et les différents organismes qui gèrent de près ou de loin l'arbre, je pense, peuvent participer à ces formations qui permettraient de, quelque part, avoir des relais communaux, intercommunaux, qui permettraient justement, suite à l'inventaire qui est en train d'être réalisé, et sans doute différents scénarios de gestion qui vont être définis, ce serait de mettre concrètement en œuvre sur le terrain ces différents scénarios de gestion pour atteindre les objectifs que je crois on espère tous. Merci pour ce témoignage. On peut prendre quelques minutes de questions, Morgane, avant d'aller déjeuner. Donc je vous propose j'imagine que vous avez des questions. Pour cette table ronde-là, pour la précédente aussi, ils peuvent aussi répondre depuis la salle. Merci de vous présenter et si possible de poser des questions courtes qui permettent des réponses courtes. Ah, il y a une main qui s'est levée là-bas au fond. Donc je suis Ronan le directeur. J'ai une petite entreprise d'élagage depuis 15 ans dans le secteur, donc je suis pas mal sur le terrain. Dominique a des mains propres à l'IREO d'Aragon, il y en a quelques-uns là ici, donc je les salue. Je milite aussi dans quelques associations de protection de l'environnement. Du coup, j'allie un œil pragmatique de terrain qui est celui de l'entreprise, qui est complètement au contact des réalités financières et des contraintes financières, à celui du militant aussi, une approche militante. Dans ce sens-là, je remarque que les questions financières, aussi bien pour l'entretien des arbres et la mise en sécurité, ont été pas mal abordées. Et on a parlé aussi en fait de l'intérêt économique en fait du patrimoine environnemental en parlant des sentiers de randonnée. Et on parle donc du problème de répartition des responsabilités, de définition des responsabilités et donc de définir qui sont les financeurs. On a parlé donc de l'importance de clarifier les choses en droit. Donc je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos des espaces boisés classés. Il y a au niveau des haies, ça peut être une réponse pour les communes en termes de définition des responsabilités et de protection de l'environnement. Le risque, c'est que en définissant les responsabilités vers les propriétaires privés, on risque de leur faire porter la charge financière des élagages, des entretiens, et souvent pour certains, en fait, c'est pas vraiment faisable. Un élu a dit que les gens n'avaient pas de motivation pour investir dans l'entretien d'arbres, en fait, qui sont au fond de champs agricoles. Et ça, c'est une réalité. Le risque avec des réglementations qui
qui porte la responsabilité sur le propriétaire, c'est qu'on a en fait des solutions radicales et on va voir disparaître peu à peu les arbres. Les propriétaires vont préférer les supprimer plutôt qu'avoir des entretiens coûteux. Et c'est le sens de la loi qui vient d'être votée, elle est très dangereuse en ce sens-là. C'est une réponse simpliste, donc pour les élus, vous allez bientôt avoir un outil très facile, donc ça sera des astreintes de 500 € pour des élayages qui ne sont pas faits. Donc ça peut être très intéressant pour vous, pour obliger les gens à agir. Par contre, le risque écologique, c'est bien de, à terme, voir complètement disparaître les arbres. Les gens vont couper court, c'est le cas de le dire. Je vais finir là-dessus, il y a une petite solution qui peut permettre de concilier ces problématiques, c'est en termes de classement des haies bocagères. Les espaces boisés, il me semble, distinguent deux types de classements. Il y a l'article 151-23 qui précise que en fait, c'est la fonction écologique de la haie qui doit être protégée, et c'est à ce titre-là qu'elle est protégée. Et il y a l'article 151-19 qui classe la haie à titre patrimonial. Et dans ce sens-là, si vous corrigerez, hein, si c'est sous votre autorisation, le classement à titre écologique permet en fait si on oblige les gens à entretenir la haie, en fait, de aussi les empêcher de la supprimer puisqu'elle doit fonctionner d'un point de vue écologique. Voilà, un petit détail. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais... Si, très bien, merci pour ce témoignage. D'ailleurs, peut-être, vous savez, quand on réfléchit sur le monde agricole à mettre en place une rémunération des services dits écosystémiques, c'est-à-dire en gros ce qu'on apporte quand on maintient la qualité d'air ou la maintien de la qualité d'eau, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi réfléchir à l'échelle de l'arbre. Voilà. Vous vouliez réagir à ce propos, Monsieur Favret? Oui, je voulais juste apporter quelques précisions. L'espace boisé classé, en fait, il va bloquer tout changement de destination de la parcelle. Mais il ne va absolument pas bloquer la gestion de l'espace boisé. Hein. Et on peut passer par toutes les étapes de gestion de l'arbre ou de l'espace boisé, y compris la coupe rase, à partir du moment où après on reconstitue l'état boisé de façon soit naturelle, soit artificielle par plantation. Hein. Et ce que vous avez voulu évoquer pour les haies bocagères, je pense que ce sont les éléments du paysage. Et ce classement au titre des éléments des paysages est, je dirais, plus souple, puisqu'il n'interdit pas la suppression de cet élément, mais il va être conditionné à une autorisation communale. Hein. Et la commune, dans le cadre de cette autorisation, si elle autorise la suppression de cet élément du paysage, elle peut demander un certain nombre de mesures de compensation, en particulier la replantation d'autres linéaires de haies par rapport à ceux qui auraient été supprimés. Donc en effet, beaucoup plus de souplesse, et d'ailleurs la DDTM, dans le cadre des différentes doctrines, incite toujours les communes à distinguer les espaces boisés classés et les éléments du paysage. Les espaces boisés classés sont réservés donc aux surfaciques, hein, et tous les éléments linéaires, en général, sont identifiés en éléments du paysage, sauf cas particuliers où il y a des enjeux très forts. Merci. Est-ce qu'on peut prendre encore une ou deux questions? Parce que j'imagine qu'on a beaucoup parlé de nourriture des sols, mais nous, on commence peut-être à avoir faim aussi. N'hésitez pas s'il y a des questions ou des interventions, et on en prend encore deux, et puis après, on mange. Juste une petite réaction par rapport aux amendes qui ont été évoquées de 500 € là, pour le lagage d'arbres. Il y a aussi des amendes pour les vélos sur le sentier côtier. Ça peut aller jusqu'à 8 jours de prison en cas de récidive. Enfin, c'est un extrême. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élu, je veux dire, il ne peut pas jouer avec ça. C'est très difficile dans une petite commune de jouer sur les amendes. Effectivement, sur notre commune avec 200 habitants, on pourrait, en utilisant toutes les infractions, pénaliser chaque habitant de 200-300 €. Mais pratiquement, ce n'est pas possible. Donc je pense que la réponse en termes d'amende n'est pas la meilleure solution. En tout cas, dans des petites communes, elle est difficilement applicable. Il faut trouver autre chose.
faut faire amende honorable en fait, il ne faut pas faire ça, si je l'ai compris. Oui, monsieur Boileau, vous voulez réagir sur cette question de financement? Non, je sais qu'on a verbalisé, nous, sur des cyclistes sur le sentier côtier, ça pose pas de problème technique, hein, le garde champêtre l'a fait, on l'a transmis au procureur, ça calme un peu, quoi, mais après c'est un rapport entre la fréquentation et la capacité à verbaliser, quoi, c'est tout. Non, la question que je voulais poser, c'est qu'on est en révision de notre PLU, on a fait un recensement des bocagères, etc., et des arbres remarquables. Je voulais savoir quel était le degré de protection de ces arbres qu'on a pu signaler comme arbres remarquables. On en a un sur le littoral, c'est un châtaignier qui a plusieurs siècles et qui fait une circonférence de 8 mètres. Quel est le fait qu'on l'ait indiqué dans le PLU comme arbre remarquable et qu'il est déjà recensé comme arbre remarquable dans un certain nombre de revues départementales, quelle est la valeur de sa protection en fait? Alors, si je ne me trompe pas, les arbres remarquables donc sont des arbres souvent isolés ou en petits groupes. Ils sont identifiés en éléments du paysage dans le règlement graphique du PLU, et il peut y avoir au niveau du règlement écrit un certain nombre de précisions sur les contraintes ou les obligations pour la gestion ou la coupe de ces arbres-là.